peu souvent frais, là. Non mais les mecs, là c'est trop près, un peu trop près. Ah, quel sale con ce mec! Bon allez c'est bon, dégage, faites venir les stagiaires! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En effet, Spectre, le 24e opus de la saga 007 sortant le 11 novembre 2015 dans notre beau pays. J'ai décidé de faire un petit retour, non pas sur l'armistice parce que tout le monde s'en fout, mais sur la saga 007 parce que tout le monde s'en fout aussi. Enfin bref, nous allons donc voir ensemble comment marche un James Bond et vous pouvez dès à présent déposer votre cerveau dans ce panier car on ne se prend pas la tête, on regarde une petite vidéo sympa et puis c'est tout. Et en toute honnêteté, la saga 007 me laisse assez indifférent. Alors oui, le nom de James Bond est connu dans le monde entier, la saga a rapporté plus de 6 milliards de dollars dans le monde, plus de 14 si on prend en compte l'inflation, déjà rien que Skyfall a rapporté plus d'1 milliard, donc on est plutôt pas mal. Alors pourquoi je parle de 007 alors que ça ne m'intéresse pas plus que ça? Parce que je fais ce que je veux. Ah oui, et élément important, les films James Bond sont pour la plupart des films pas originaux. Ce sont des adaptations. Les James Bond, à la base, ce sont des bouquins. Voilà, j'estime que c'était intéressant de le préciser car je pense que plus de la moitié d'entre vous l'ignoraient. Et quitte à être dans les précisions, la saga OSS 117 n'est pas une parodie de la saga 007. Les OSS 117 sont des romans d'espionnage écrits à partir de 1949 et l'écriture des livres James Bond a commencé en 1953. Voilà, là aussi je pense que ça fait pas de mal de virer les fausses croyances. Donc, la saga comporte 24 volets, et on parle de temps à autre de 2 films non officiels, un Casino Royale et Jamais plus jamais. Mais bon, un James Bond, comment que c'est foutu? Eh ben, pour commencer, si on peut, on fout un titre qui laisse pantois. On ne vit que 2 fois, Les diamants sont éternels, Demain ne meurt jamais, Casino Royale, Skyfall... Bon, quand même, généralement, quand tu vois le film, tu comprends un peu plus le délire. Parce que là, on ne vit que 2 fois. Alors, soit Jésus est dans le film, soit c'est de la merde. Les diamants sont éternels. Le scientifique qui est en moi me dit que non. Demain ne meurt jamais. Cette phrase semble un peu bizarre. Sauf si quelqu'un s'appelle Demain et dans ce cas, je comprends mieux où vous voulez en venir à certains classiques de Disney. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Casino Royale, bon là, même un illettré aveugle verrait qu'il y a un truc bizarre. D'ailleurs, à un moment, le titre du roman en version française a été Casino Royale, sans le E. Puis après, on a rajouté un E... Voilà. Voilà. Et Skyfall, hormis si tu te la joues Aladdin, le roi des voleurs... Tombé du ciel. Mais bon, globalement, les films suivent tous la même trame scénaristique. C'est un petit peu moins vrai à partir de Casino Royale, mais je vais pas en parler maintenant. Salaud! Alors, j'irai pas jusqu'à dire que si t'as vu un James Bond, tu les as tous vus, mais c'est un peu l'idée. En fait, dans les divers éléments du scénario, on a généralement 2 écoles. Soit ça se passe comme ça, soit ça se passe comme ça. C'est tout, et pas autrement. Alors l'intro des James Bond, on commence soit par une scène qui n'a rien à voir avec le reste du film, ou alors justement c'est une scène sur laquelle on reviendra plus tard. Voilà, vous voyez un peu le genre des 2 écoles. Ensuite, après l'intro, c'est un générique montrant des images qui ont quand même un rapport avec ce qu'on va voir dans le film, mais surtout, avec des femmes à poil. Voilà, c'est obligatoire. À l'heure actuelle, la seule exception c'est Casino Royale, mais comme je vous l'ai dit, j'y reviendrai plus tard.
Ensuite, c'est toujours pareil, James reçoit une mission, donc il va voir Q, qu'on prononce bien à l'anglaise parce que si on le prononce à la française, on serait constamment en train de faire des jeux de mots à la con. 007, qu'est-ce que c'est que ce film? Ah, ça, c'est un film de cul. Bref, l'inventeur Q donne donc à 007 des gadgets qui serviront bien évidemment, comme par hasard, quand on fera chier James Bond un peu trop près. Au cours de sa mission, 007 rencontrera au moins une femme, il lui arrivera diverses péripéties, il se fera capturer mais parviendra à s'échapper et vaincra le, et je dis bien le, méchant. Voilà, je vous ai résumé tous les films de James Bond. Ah oui, et éventuellement à la fin, si on peut voir James coucher avec une nana, on ne s'en prive pas. Alors pourquoi j'ai dit qu'à partir de Casino Royale c'était un peu différent ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la production affirmait que c'était un reboot. On démarre une nouvelle série d'aventures cinématographiques de James Bond. On revient aux origines de 007. M est désormais une femme et on prend de nouveaux acteurs pour interpréter des personnages qui étaient apparus auparavant. Et en tant que tel, c'est plutôt intéressant. Quantum of Solace est la suite directe de Casino Royale, ce qui ne s'était pas vraiment produit avec les anciens films. Certains entretenaient des petits liens, mais ça n'était généralement pas plus poussé que ça. En fait, la seule fois où il y a eu une véritable possibilité de suite, ça a été pour Au service secret de Sa Majesté, mais comme George Lazenby n'a pas renouvelé son contrat, l'hypothèse a finalement été écartée. D'ailleurs, puisqu'on parle des origines de 007 et d'Au service secret de Sa Majesté, on a pu constater, dans la bande-annonce de Spectre, que sur le mur du MI6 rendant hommage aux agents tombés au combat était inscrit le nom d'Emma Peel, rappelant celui d'Emma Peel, personnage et héroïne de la série Chapeau melon et bottes de cuir, interprétée par Diana Rigg, qui a justement joué la femme de ce bon vieux James dans Au service secret de Sa Majesté. Ajoutez à cela le thème musical de ce même film repris dans la bande-annonce de Spectre. Bien évidemment, des questions sont apparues chez les internautes, liens, clins d'œil, etc. Enfin, en tant que tel, rien que l'organisation Spectre faisait déjà partie des anciens films de 007, donc le retour aux origines. Et puisque je me suis mis à parler de la femme de James Bond, restons donc avec nos amies féminines. Comme je vous l'avais dit, dans chaque générique, on a droit à des femmes à poil, prenant souvent la forme de silhouettes. Alors comme vous pouvez l'imaginer, les femmes tiennent une place importante dans la vie ou dans les films de James Bond. En fait, c'est... Que les femmes représentent plus pour vous des plaisirs à la chaîne que des objets de conquête. Oui, non mais ça va, j'allais le dire. En fait, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga, c'est que dans chaque film, James se tape au moins une nana. Et des fois, celle-ci meurt. On pourrait donc se dire qu'il n'y a pas une James Bond girl plus importante que d'autres, mais on va estimer que les deux principales, disons, se trouvent dans Au service secret de Sa Majesté et dans Casino Royale. Bon, dans les films, si la femme est moche, on s'en fout. En revanche, on a droit à une, voire deux jolies femmes. Et une fois n'est pas coutume, deux écoles pour les nanas. Soit la femme est une alliée de James, donc à la fin du film, on aura droit à une scène de plumard. Soit la femme est une ennemie qui se fait passer pour une alliée, alors qu'en fait elle travaille pour le méchant. Bon, évidemment, James couchera quand même avec pendant le film. Mais même si le duel final oppose James à un autre bonhomme pour déterminer qui a la plus grosse, ça ne veut pas dire pour autant que les femmes n'ont pas une place prépondérante dans l'histoire. Et si parfois celle-là meurt et qu'on sait que 007 en chopera une autre dans le film suivant, ça ne veut pas non plus pour autant dire qu'il s'en détache complètement. Il est plutôt du genre à dissimuler ses émotions et certaines morts l'affecteront. Comme je vous l'ai dit, les James Bond Girls d'Au service secret de Sa Majesté et de Casino Royale étant les plus importantes. Alors après tout ça, vous pouvez me demander quel est le meilleur James Bond. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga, 6 acteurs ont interprété l'agent 007 au cinéma. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Et chaque James a un côté so british. Un peu différent à chaque fois, c'est un peu dur d'expliquer en quoi, mais intéressant quand même. Alors, quel est le meilleur James Bond ? Eh bien, tous. Il n'y a pas d'acteur mieux que l'autre dans le sens où ils apportent tous un petit plus au personnage de manière différente. Sean Connery a été le premier à interpréter 007, ce qui n'est quand même pas rien, surtout pour une saga de cette envergure. Quel acteur a interprété le premier le rôle de James Bond ? Oui. Allez-y. Non. Allez-y, allez-y. Non, c'est-à-dire que je vais dire un truc, mais c'est une connerie. Alors Mais Sean Connery, c'est la bonne réponse, Mamadou, bravo. George Lazenby a un côté humain. Pour une fois, on se dit qu'il ne va pas laisser tomber sa femme dès qu'elle aura le dos tourné, allant même jusqu'à se marier avec elle. Et à la fin, on se dit... Merde, pour une fois qu'il devenait sérieux. Roger Moore, son plus, c'est son humour. Je crois bien que ses films sont les plus drôles et là où je me suis le plus marré. Timothy Dalton a un côté réaliste, disons, et cet acteur donnera une image plus fidèle du personnage tel qu'il était écrit dans les livres d'Ian Fleming. Pierce Brosnan, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le mec classe. Quelqu'un de vraiment sophistiqué. Daniel Craig, enfin, nous permet d'avoir un personnage éminemment plus bourrin.
Alors, c'est pas parce que je dis qu'il n'y a pas de meilleur James Bond que ça signifie pour autant que je n'ai pas de 007 préféré. Et là, ceux qui suivent mes vidéos peuvent faire partie de deux écoles. Dans le premier cas, vous attendez peut-être à ce que je vous réponde que mon préféré est Pierce Brosnan, puisque c'est celui que ma génération a connu en premier. Eh bien, c'est vrai que c'est sans nul doute le premier James Bond que j'ai connu, à égalité à peu près avec Roger Moore dans L'espion qui m'aimait. Je l'ai découvert la première fois dans son dernier film, Meurt un autre jour, que je n'avais pas regardé en entier, mais bon, ça on s'en fout. Et c'est vrai que du coup, quand je voyais un autre James Bond, genre Sean Connery, je comprenais pas très bien, genre, il a changé de gueule? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le vrai James Bond? Mais non, ce n'est pas mon préféré. Et la deuxième école va sûrement me dire que mon James Bond préféré est Timothy Dalton, puisque généralement, Timothy Dalton est l'acteur que les gens aiment le moins. Alors oui, j'ai aimé ses films, son côté réaliste m'intéressait, mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Daniel Craig. Les films en tant que tels sont bien menés. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire des effets spéciaux vraiment impressionnants et réalistes, ce qui personnellement me fait beaucoup plus entrer dans un film. Et comme je vous l'ai dit, c'est le James Bond le plus bourrin. Y a qu'à le regarder, c'est une montagne de muscles. Et pourtant, paradoxalement, bien qu'il soit brutal, il est sensible. Et on voit beaucoup plus ses faiblesses, ce qui pour moi est franchement positif. Si je vois un mec encore plus parfait que la perfection elle-même, qui sait tout faire, j'y crois pas. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un personnage humain, réaliste, sensible, avec ses défauts, qui commet des erreurs, capable de pleurer, de crier de douleur. Ça c'est un James Bond, ça c'est un être humain. Et franchement, ça ne peut être qu'appréciable. Et bien sûr, de l'autre côté de la balance, le James Bond que j'aime clairement le moins, c'est Sean Connery. Déjà, les œuvres cinématographiques en tant que telles. Vieille époque oblige, les films sont lents et les effets spéciaux sont pourris. On n'y croit pas une seconde et c'est chiant. Et le personnage en lui-même. Bah déjà, James Bond, c'est censé être un séducteur. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je ne trouve pas Sean Connery beau. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est bon, c'est cool. Même moi, je peux dire que je suis le plus grand séducteur, tellement je suis... Ouais, c'est pas drôle. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Et pire encore, on a clairement un 007 sexiste. Bien sûr, c'est l'époque qui veut ça, ou disons au moins que l'époque n'a pas vraiment aidé, mais personnellement je me sens assez mal à l'aise devant un tel machisme. Et c'est d'autant plus frustrant que, je le rappelle, il arrête pas de se taper des gonzesses. Alors oui, je sais, je passe pour un romantique à la con, très fleur bleue, mais c'est comme ça. J'arrive pas à concevoir qu'une nana aime ou veuille coucher avec un mec qui la traite comme de la merde. Enfin bon, peut-être que certains l'attendent depuis tout à l'heure, donc je vais me faire plaisir, voici mon top 3 de mes films de James Bond préférés. Numéro 3, L'espion qui m'aimait. Comme je vous l'ai dit, avec Meurt un autre jour, c'est l'un, voire le premier 07 que j'ai vu. J'ai découvert la saga par ce film et c'est clair que c'est un excellent choix. J'adore l'humour de Roger Moore. On pourrait même dire, pour faire plus court, que j'adore Roger Moore. C'est mon deuxième acteur préféré en termes de James Bond. Le scénario du film était super, en tant que James Bond girl, on a droit à une femme forte, ce qui n'est évidemment pas pour me déplaire, mais surtout, le film met en scène mon méchant de James Bond préféré. Requin. Mais non, pas celui-là, voilà, il a une meilleure gueule. Paix à son âme, l'acteur Richard Kiel nous a quittés le 10 septembre 2014. Alors, je pense que beaucoup diront que ce n'est pas le méchant le plus charismatique, ni peut-être même le plus mémorable, et encore moins le plus futé, mais ce mec va t'apprendre à courir vite. Bon, déjà, le gars, 2,18 m. Oui, c'est pas rien. Donc grand comme il est et aussi baraqué, déjà tu fais pas ton malin et tu te casses ailleurs. Tu te tires ailleurs, triple buse. Ouais bon, ça va. Enfin voilà quoi, tu vois requin, tu te tires direct. Mais surtout, il a fait de Dracula sa petite pute, ainsi que la hantise de tous les dentistes parce que ses dents sont... on va dire qu'elles sont... Je sais même pas quel mot employer parce que ça va passer pour un euphémisme. Mais en tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'aucun gay n'ait fantasmé sur requin parce que si celui-ci pratique une fellation, vous deviendrez castré. Et à ce moment-là, je commence à comprendre pourquoi on dit que les gays sont des femmes. Cette blague homophobe vous a été offerte par l'Association des Beaufs de France. Beaufs de France. Et petit détail qui me plaît, j'adore la voiture amphibie. Je me rappelle, j'en avais même un jouet quand j'étais petit, comme une petite voiture, vous voyez. Oui, dire qu'on avait tel jouet n'est pas un argument pour dire que ce film est cool, mais j'avais envie de le sortir. Numéro 2, Skyfall.
Bon, alors là, partons du plus évident. Satisfaction basique du fan d'effets spéciaux que je suis. On peut faire des choses vraiment intéressantes et impressionnantes maintenant. Le générique d'ouverture est un de mes préférés. Et pour le coup, je parle bien du générique, parce que par exemple, la musique du générique de Quantum of Solace est absolument géniale. Dès le début, on est dans l'ambiance. Terminus. Mais les images en tant que telles sont pas vraiment les plus mémorables. Alors que Skyfall, il y a une ambiance intéressante, on voit que le thème principal de ce générique, et donc du film, c'est la mort, donc c'est cool. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Puis la musique est cool, tout simplement, elle est assez entraînante. Mais je ne vous ferai écouter aucun extrait de Skyfall pour des raisons de santé, car tout comme Libéré délivré, il y a eu un effet viral, les médias se sont emparés de la chanson, et si t'écoutais la radio, tu pouvais sans aucun problème tomber sur Skyfall. Donc je ne vous ferai pas écouter. C'est surtout parce que t'as pas envie qu'on te bloque la vidéo. Aussi, ouais. Ensuite, Daniel Craig, mon 007 préféré. D'ailleurs, puisqu'on associe très souvent James Bond aux femmes, il y a une scène très intéressante. Enfin, il faut une première fois pour tout. Pas vrai? Qu'est-ce qui peut te faire croire que c'est ma première fois? Oh, Monsieur Bond. Mais ça va, connard, j'allais le dire. Oui, ensuite on a un méchant assez cool qui fait son taf de méchant, voilà. Ensuite, point intéressant, le passé. Bon, clin d'œil aux anciens James Bond, la fameuse Aston Martin, mais au-delà de ça, on explore le passé de James en restant dans le présent. On lui dit qu'il appartient au passé, on évoque son passé et il revient dans sa maison d'enfance. Ce à quoi Ellie aime, vu qu'elle aussi finalement on lui dit qu'elle a fait son temps, mais le film nous offre une relation mère-fils tendue, mais intéressante. James, c'est l'enfant qui a du mal avec l'autorité, tout en vouant un immense respect à sa supérieure. Et M est du genre à savoir pertinemment que 007 est son meilleur agent, mais qui a trop d'orgueil pour l'admettre et qui veut pas reconnaître ses fautes. Et là j'entends déjà les puristes. Ouais mais n'importe quoi, c'est pas du tout une relation mère-fils, ça n'a jamais été établi avant, tu racontes que de la merde. La relation mère-fils dans ce film, on peut difficilement faire plus subtil. Déjà, comme je vous l'ai dit, M et James sont pareils, ils sont dans la même situation, tous les deux au bout du rouleau. James et Silva sont présentés comme des frères, d'ailleurs Silva lui-même appellera M maman. Et puis pitié quoi, la maison d'enfants de James, il y a tout qui est regroupé. Un mec qui a connu James enfant et qui l'appelle fiston, avec une femme de la même tranche d'âge que lui, et un mec plus jeune dans la putain de maison d'enfance. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Chacun se protégeant, le fils voulant veiller sur sa mère, puis j'en parlais de tous les clichés habituels, la tombe des parents, Tiens, c'était le vieux fusil ton père, crème radio. Après voilà, le film est pas parfait, de toute façon c'est impossible. Je veux dire, mec, si t'essayes de t'enfuir discrètement, tu bouges pas ta torche dans tous les sens. Mais bon, le visionnage de ce film, c'est un vrai plaisir. Et on nous présente de nouvelles versions de Moneypenny et Q, ma foi, fort intéressante. Et Q donne des gadgets réalistes, donc c'est cool. Et numéro 1, le film James Bond que je peux vraiment me mater plusieurs fois sans me lasser, Casino Royale. Et on va commencer par les points négatifs. Mais pas les points négatifs du film. Les points négatifs que vous trouvez. Je veux dire, en tant que tel, on pourrait évidemment faire des critiques avec des situations impossibles. Moi perso je fais ça, je me pète au moins 3 côtes. Mais les trucs abusés c'est dans tous les James Bond, donc c'est pas un aspect négatif. Et aux fans qui ont relevé tous les soi-disant points négatifs, j'ai envie de leur demander, est-ce que vous êtes sûr d'avoir regardé le film ? Par exemple, tous les 007 commencent par le canon, gun barrel en anglais, et les fans ont été sérieusement fâchés par l'absence de la traditionnelle scène d'ouverture. Sauf que oui, les précédents 007 s'ouvraient sur le canon, mais là, on redémarre une série. Et au début de Casino Royale, James Bond n'est pas encore 00. Le fait de le faire tirer de façon symbolique avec le montage une fois qu'il est vraiment 007 permet d'unifier la saga. Parce que oui, si Skyfall explorait le passé de James Bond tout en restant dans le présent, Casino Royale explore vraiment le passé. On suit véritablement les débuts de James en tant que 007, d'où le fait d'avoir commencé par une séquence en noir et blanc, nous évoquant instinctivement le passé. De ce fait, James n'est pas encore l'agent secret que nous avaient présenté les précédents films. Certains ont râlé qu'il y avait moins de scènes d'action, qu'il y a moins de courses-poursuites.
Et là, faut vraiment être con, parce que le film est complètement cohérent avec lui-même. Déjà, je rappelle que James effectue ses premières missions, il vient à peine d'être promu 00, donc évidemment qu'il va pas prendre son Aston Martin, oui, on fait revenir la voiture phare des films, mais à part ça, on chie sur la saga, à la moindre occasion et se lancer à la poursuite des méchants. James n'a pas encore toutes ses capacités, il se débrouille autrement. Mais en plus, ok, il y a peut-être moins de scènes d'action, mais c'est compensé par le fait qu'elles sont beaucoup plus violentes. Franchement, ce film, c'est une déclaration d'amour au film James Bond. C'est pas pour rien que si, dans le premier James Bond contre Dr. No, la première réplique de James était sa phrase emblématique, et que là, dans Casino Royale, c'est sa dernière. Encore une fois, ça unifie la saga. On se dit, ah, ça y est, on commence à voir 007 tel qu'on l'avait connu. Mais non, au lieu de ça, les gens sont pas contents, sans même avoir réfléchi une seule seconde au fait qu'on ne voyait plus de la même façon le héros aujourd'hui qu'à l'époque, et pleurniche, mais James Bond c'est un héros indestructible. Bon, alors déjà, non. Parce que s'il était indestructible dans les anciens films, il ne serait jamais en mauvaise situation. Et puis non, au contraire. Dans ce film, jamais on n'avait autant évoqué les faiblesses de James. On voit vraiment qu'il a peur, on voit qu'il est secoué par les événements qu'il est en train de vivre. Mais ça le rend d'autant plus humain, et c'est ça qui est génial. Bien sûr, James est plus doué que la normale, mais il peine face à ses ennemis. Et de ce fait, il doit constamment vite trouver une solution, il doit rapidement improviser, réagir au quart de tour. Et il a des défauts, il fait des erreurs, mais il apprend de celles-ci, et c'est beaucoup plus intéressant de voir un héros réaliste. Et il a beau dire que ça ne lui fait rien de tuer plein de personnes, mais c'est faux. Ses sentiments, ses convictions peuvent prendre le dessus, et quelles que soient ses actions, il n'est pas aussi impartial qu'il prétend l'être. Donc non, le voir hurler de douleur n'est pas un défaut, bien au contraire. Pour la première fois, on ressent vraiment de la peur pour lui, on éprouve de la peine, de la pitié, de la compassion. On fait preuve de sentiments pour un être humain, et pas pour une métaphore. Et puis franchement, comme pour Hard Candy, il faut avoir des couilles pour mater ce film. Et on a droit également à la meilleure James Bond girl de la saga. Et là, chez certains, ça a pu faire tilt, et pourrait me dire « Tiens, toi qui aimes les femmes fortes, j'aurais pensé que tu aurais cité genre Halle Berry dans Meurt un autre jour, qui n'est ni plus ni moins que James Bond avec un vagin ?» Eh bien non, ma préférée c'est Vesper Lynd de Casino Royale. Et on va commencer par les raisons les moins évidentes pour arriver aux plus évidentes, tellement évidentes qu'on n'y pense même pas. Déjà, rien qu'à partir du bouquin, le personnage de Vesper Lynd a été inspiré par Christina Sharbeck, qui était une espionne britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, rien qu'avec ça, tu sais que c'est une femme forte. Ensuite, c'est le personnage féminin le plus fouillé et le plus complexe de la série. Y'a qu'à mater la suite. Elle est le pivot majeur de Quantum of Solace. Vous pensez vraiment qu'on aurait fait l'élément central d'un film un personnage qui n'a aucune importance? Le personnage est creusé et c'est une femme forte. Comme elle a un bon poste et qu'elle est pas conne, bah elle fait de l'ombre à ses collègues masculins. Et surtout, j'ai envie de dire, Vesper Lynd, c'est comme une mère de famille. Demandez à vos mamans, a priori elles sont pas connes et ce sont des femmes fortes. Et quand je dis ça, j'entends pas « Oh putain, ma mère m'a amené à cette soirée avec sa bagnole, elle est trop géniale !» Ou « Oh putain, ta bouffe, c'est de la tuerie, maman !» Ou encore « Oh putain, j'ai plus de caleçons propres. Oh mais tu m'as tout lavé en moins d'1 heure. Oh, t'es trop forte, maman. » Non, je vous avais déjà sorti ? Oui, c'est bien qu'un mec protège sa nana, mais une nana qui protège son mec, c'est cool aussi. Et on m'avait répondu « Ouais, mais comment veux-tu que je protège mon mec? Je suis pas aussi musclé que lui. » Non mais attendez, la protection, c'est pas nécessairement une affaire de force physique. Se savoir soutenu, c'est énorme. Les filles, si votre mec s'est fait virer de son boulot, qu'il a perdu un membre de sa famille ou qu'il s'est fait agresser, c'est là que vous intervenez, c'est là que vous êtes forte. Vous le soutenez et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'adore Vesper Lynd. Elle est profondément humaine, réaliste. Et c'est pour ça que je la compare à une mère de famille. Une mère de famille se sacrifiera si elle peut sauver son mari et ses enfants. Si on peut les épargner, c'est elle qui en prendra pour son grade. C'est ça la force. C'est pas une question de physique, c'est une question de priorité, de responsabilité. Vesper fait des bons choix. Elle agit comme une femme protégeant son mari. Et c'est ça qui la rend authentique. Regardez, elle sauve James 1 fois, elle sauve James 2 fois, elle sauve James 3 fois, voire même une 4e fois. Et là, les mauvaises langues vont me dire
Ouais, mais elle passe surtout pour une femme fatale ou une demoiselle en détresse. Et je répondrai non, au contraire. Bien sûr qu'elle est ravissante ou qu'elle se trouve en difficulté, mais ça ne change en rien son statut de femme forte. Oui, elle est jolie, c'est même établi dans le film, tout le monde sait qu'elle est belle et elle aussi le sait. Mais on en joue justement, on fait une partie de poker, on cherche à déconcentrer son adversaire, donc on va porter une tenue sexy. Oui, elle est en détresse, mais est-ce que ça change quelque chose? S'il y a 5 mecs baraqués autour de vous, vous pensez que vous allez vous en sortir? Et James aussi se fait capturer, est-ce que pour autant on va dire que c'est un damoiseau en détresse? Non, il nous a prouvé plusieurs fois qu'il était fort, et c'est pareil pour Vesper. Ça vire à la philosophie, mais un bon élève n'est pas celui qui a tout le temps des 18. C'est un élève qui a des bonnes notes, et de temps en temps une moins bonne note. Donc Vesper, oui, c'est une femme qui s'affirme, mais elle peut aussi ne pas être dans une situation des plus confortables. Et ça la rend profondément humaine. Imaginez, vous êtes une personne clean, puis tiens, vous assistez à un meurtre. Pire même, votre petit ami est impliqué. Et encore pire, vous participez au meurtre. J'ai jamais assisté à un meurtre, et j'espère que j'en aurai jamais l'occasion, mais c'est hyper traumatisant. La femme qui était blanche comme neige se retrouve subitement témoin d'un meurtre et a du sang sur les mains. On a donc droit à une scène profondément douce, où on retrouve les deux personnages qui nous offrent une séquence à la fois protectrice et puérile. C'est un petit ami qui rassure sa copine, c'est un père qui s'occupe de sa fille, c'est extrêmement beau et fort. Enfin bon, je pourrais en parler des heures, mais du coup, avec le meilleur James Bond et la meilleure James Bond Girl, on a droit au meilleur couple de la saga, avec des moments absolument touchants. Parce que peut-on faire quand on est en couple? On peut faire des galipettes en ayant l'air de deux jeunes tourtereaux qui découvrent l'amour pour la première fois. On peut passer du temps ensemble sur la plage. On peut voyager. On peut se taquiner en se balançant des coussins et en se distribuant les tâches à faire. Et surtout, on peut vouloir quitter son travail pour être avec la personne que l'on aime. Parce que oui, comme je l'ai dit précédemment avec les deux tourtereaux qui découvrent l'amour pour la première fois, c'est ça! Pour la première fois, James Bond aime une femme. Pour la première fois, son armure est brisée. Pour la première fois, il avoue ses sentiments. Et ceux-ci sont sincères. Et on a donc droit à une scène que je trouve poignante. Parce que tout le monde a une faille. Oui. Tout le monde. Tout le monde à part toi. C'est peut-être pour ça que je t'aime. Tu m'aimes? Assez pour démissionner et partir à la dérive avec toi jusqu'à ce qu'un de nous deux trouve un travail honnête. Mais je crois que ce sera toi parce que j'ai aucune idée de ce que c'est un travail honnête. Tu es sérieux, là? Comme tu l'as dit, quand on fait mon boulot trop longtemps, il reste pas grand-chose de son âme à sauver. Et je préfère partir avec le peu qui me reste. Ça suffira pour toi? Et ça, c'est vraiment une grande force de ce film. Je m'attache à ces personnages, et leur relation me fait même chialer. Je pleure devant un James Bond, le truc qui n'a aucun sens. Je sais pas, ce serait comme avoir peur devant Dora l'exploratrice ou se marrer devant la vraie vie des profs. Ouh, je te raterai pas, toi. Mais voilà, j'adore ce film tout simplement. Il a un scénario génial, même si je comprends pas tout au poker. Il est profond, complexe. Il possède mon générique préféré de la saga, avec une excellente chanson, interprétée par un homme, ce qui est assez rare pour être souligné, donc ça change et c'est cool. Un bon jeu sur les couleurs et les formes des cartes, avec plusieurs petits détails qui peuvent paraître relativement simples, mais que j'adore. Il met en scène un de mes méchants préférés, avec le chiffre, avec la voix de l'excellent Dominique Ollignon-Morin. Et on a droit à une amorce de la relation mère-fils entre M et James. Et encore une fois, pour ceux qui disent « Ouais, mais c'est pas logique, elle apparaît déjà dans GoldenEye », je rappelle qu'on démarre une nouvelle série, donc c'est pas incohérent. Maintenant aussi, on a Felix Leiter, Black. Mais surtout, maintenant, on a droit au meilleur 007. Je m'appelle Bond. James Bond. Voilà, espérons donc que Spectre soit également un bon film de la saga et qu'on s'en souviendra de manière positive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur j'aime, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Faites-le, sinon...